Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur cette visioconférence. Visioconférence sur le thème communiquer avec le Vendée Globe. Comment et pourquoi intégrer le prochain Vendée Globe à sa stratégie de communication. Cette conférence, eh bien, nous allons avoir un certain nombre d'intervenants qui vont justement échanger et vous apporter de l'information sur la communication liée à cette course mythique et d'ores et déjà légendaire qu'est le Vendée Globe. Cette visioconférence est à l'initiative de Sébastien Marcet, skipper navigateur. Il va se présenter dans quelques instants. Je veux juste vous donner quelques règles de fonctionnement. Si vous avez des questions à poser aux intervenants lors de cette conférence, eh bien, je vous invite à le faire tout simplement par écrit. Nous répondrons à un maximum de questions durant la visioconférence et pour celles auxquelles nous ne répondrons pas durant la conférence, eh bien, une réponse sera apportée dans l'après-midi directement par écrit. Je tiens juste également à vous informer du fait que cette conférence est enregistrée. Sébastien Marcet, skipper, navigateur, à l'initiative de cette visioconférence. Bonjour Sébastien. Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et tous, ravi d'être là avec vous. Alors Sébastien, est-ce que vous pouvez d'ores et déjà tout simplement vous présenter pour les personnes qui sont avec nous sur cette conférence, vous présenter et nous parler aussi de votre parcours de navigateur, votre parcours voile. Et donc, je m'appelle Sébastien Marcet, j'ai 36 ans, je suis père d'un jeune enfant et bientôt d'un second. Voilà, je suis d'origine nantaise, bien que né à Paris, bien loin de la navigation et de la mer. Il s'est trouvé que j'ai eu la chance durant mon adolescence de faire un pas de côté durant ma scolarité pour partir un an en voyage. Il s'est trouvé que ce voyage a été réalisé sur un voilier et c'est là que j'ai découvert cette activité, ce sport. Et suite à cette expérience, voilà, j'ai orienté mon parcours vers la navigation d'abord, puis vers la compétition, vers la course au large, en arrivant sur le circuit Mini 650 en 2006-2007. Donc, ce sont des voiliers de 6,50 m sur lesquels on traverse l'Atlantique en n'ayant aucune connexion avec la Terre, si ce n'est une radio classique. Suite à cette expérience en solitaire, j'ai eu l'opportunité d'intégrer de grandes équipes de course au large et de participer à des épreuves importantes telles que la Volvo Ocean Race, donc qui est un tour du monde en équipage avec escale. J'ai participé à 2 éditions, l'une avec Franck Camas en 2011-2012 et une avec Alvi Medica, une équipe américaine en 2014-2015. Et j'ai également eu la chance de faire ce qu'on appelle le Trophée Jules Verne, qui est un tour du monde en équipage, mais cette fois-ci sans escale, sur des très grands multicoques. Donc l'hiver 2015-2016 à bord du trimaran Spindrift. Et, et voilà, il s'est trouvé qu'en 2017, j'ai décidé de faire un pas de côté sur ces navigations en équipage, parce que j'avais la chance d'accueillir un enfant dans ma vie. Et donc, je me suis retrouvé avec un peu de temps pour réfléchir. Et je me suis dit, peut-être que c'est le bon moment pour te relancer sur la navigation en solitaire, ce qui était en fait finalement mon point d'entrée dans le domaine de la course au large, quoi. Donc, on peut dire déjà un parcours autour du globe, hein, une grosse expérience autour du globe en équipage. Prochainement, on y reviendra, eh bien, l'envie de partir, vous aussi, sur ce Vendée Globe. Mais on va y revenir un petit peu plus tard, parce que d'abord, on va revenir aussi sur le Vendée Globe 2020, puisque vous aviez un rôle sur ce Vendée Globe 2020. Alors, un peu un rôle dans l'ombre, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, ça aussi? Ah, effectivement, durant le Vendée Globe 2020, j'ai eu plusieurs casquettes. J'ai été skipper suppléant de Romain Attanasio, qui a couru le Vendée Globe à bord de l'IMOCA Pure Best Western. J'ai également assuré pendant la période au Sable et au Sable d'Olonne et un peu en amont le rôle de team manager, donc d'un peu de coordination de l'équipe technique dans la période avant-course. Et durant toute la course, j'ai été le contact à terre de Romain pour toutes les questions techniques liées au bateau. Donc, j'ai été en relation étroite avec lui. Et
cette relation, elle est née pas uniquement autour du Vendée Globe. On s'est rencontré avec Romain en 2019 pour la Transat Jacques Vabre. À ce moment-là, moi, je cherchais un Figaro pour faire la Solitaire du Figaro, et lui, il cherchait un équipier pour faire la Transat Jacques Vabre. Et donc, on s'est rapprochés, et Romain, au fur et à mesure que notre collaboration évoluait, m'a laissé les clés de certains domaines du projet, comme la navigation, l'informatique embarquée, un peu l'optimisation de la performance du bateau. Et on a noué une relation assez sympa. Et donc, c'est suite à cette Transat Jacques Vabre 2019 qui m'a proposé de l'accompagner sur le Vendée Globe. Pour moi, mon implication dans son projet avait deux vertus, je dirais. C'était déjà, ça m'intéressait techniquement, les problématiques à traiter. Et puis, c'était une belle expérience en vue de ma candidature pour le Vendée 2024. Parce qu'effectivement, du coup, aujourd'hui, vous êtes officiellement candidat pour ce Vendée Globe 2024. Oui, effectivement, je suis candidat à l'édition 2024 du Vendée Globe. Je pense qu'après avoir eu la chance de faire ces navigations sur tous les océans du monde en équipage, et puis d'avoir goûté aussi à la navigation solitaire à travers la Solitaire du Figaro, la Route du Rhum, la Mini Transat. Ben voilà, si je mets un peu la somme de toutes ces expériences ensemble, le challenge en tout cas, qui me stimule le plus en tant que marin, en tant que navigant, c'est effectivement aller faire le tour du monde sans escale et sans assistance, en course, sur un IMOCA, donc le Vendée Globe 2024. Donc, un aspect sportif que l'on entend dans votre discours, effectivement, mais c'est aussi pour vous la voile, la course au large et notamment le Vendée Globe, c'est aussi un engagement sociétal, puisqu'aujourd'hui, vous naviguez à terre comme en mer, aux côtés d'un handicap Agir Ensemble. Et ça, c'est important pour vous, cet aspect sociétal dans le projet. Oui, effectivement, depuis 2019, j'ai décidé que cet engagement auprès d'Handicap Agir Ensemble, donc Handicap Agir Ensemble, c'est le fonds de dotation de l'ADAPI de Loire-Atlantique, dont Sabrina fera la présentation juste après. Il s'est trouvé que ces dernières années, comme beaucoup de personnes, cherchais à donner du sens dans ma vie personnelle, dans ma vie de tous les jours. Et au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi je n'appliquerais pas aussi cette prise de conscience, cette démarche à ma passion, à mon activité. Et donc, au gré de mes discussions pour construire ce projet, je suis retourné vers Sabrina Varneri qui m'avait soutenu déjà il y a un sacré bout de temps, c'est-à-dire en 2017 pour la Mini Transat, et qui m'a dit maintenant, moi je travaille au fonds de dotation Handicap Agir Ensemble, peut-être qu'on pourrait bâtir ce projet ensemble et avoir un voilier solidaire qui porte nos couleurs, qui mette nos actions en lumière et nous valorise. Et donc voilà, on a commencé, je dirais, par une petite pierre en 2019 avec la Solitaire du Figaro, lors de laquelle moi j'ai donné la visibilité du bateau et le nom du bateau à Handicap Agir Ensemble. Et en fait, à travers cette expérience, ça a été beaucoup, beaucoup plus riche que ce que j'avais imaginé en le construisant. Et du coup, j'ai vraiment été convaincu du bien fondé de ce montage et de cette association à trois entre le volet sportif, le volet sociétal et puis le volet partenaire. Et donc maintenant, je ne conçois plus mes projets de course au large différemment. Voilà. Cette dimension sociétale est importante. On le voit aussi actuellement dans ce Vendée Globe qui n'est pas terminé, cette édition 2020 qui n'est pas terminée. L'engagement sociétal fort de nombre de skippers. On aura l'occasion d'en rediscuter tout à l'heure. Et justement, on parlait de Sabrina Varneri. Donc, vous êtes directrice. Bonjour Sabrina. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes directrice donc, du fonds de dotation Handicap Agir Ensemble. Présentez-nous justement déjà ce fonds de dotation en quelques mots. Oui, Sébastien vient de le dire. Donc, le fonds de dotation Handicap Agir Ensemble est né en 2011 à l'initiative de l'ADAPI de Loire-Atlantique. Donc, l'ADAPI, c'est une association qui a été créée il y a plus de 60 ans par des parents d'enfants en situation de handicap. Aujourd'hui, toujours sous une forme associative, loi 1901, elle accompagne près de 3000 personnes de tous âges
ayant un handicap dû à un trouble du neurodéveloppement. Alors, on parle ici de déficience intellectuelle, d'autisme, mais aussi un handicap psychique ou un polyhandicap. Alors, Handicap Agir Ensemble agit déjà grâce à l'engagement de mécènes, d'entreprises mécènes. Je pense qu'il y en a quelques-unes derrière leur écran aujourd'hui, je les salue, de donateurs particuliers. Et elle agit au quotidien pour relever 4 grands défis. Alors, c'est fédérer toutes les énergies possibles pour rendre possible des projets inclusifs, alors des projets sportifs, des projets culturels, des projets numériques, participer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de handicap que nous accompagnons, contribuer à leur pouvoir d'agir, à leur pouvoir d'interagir, et enfin, accompagner les familles, les aidants, dans leur parcours du combattant, les soutenir, et notamment toutes les familles qui n'ont pas de solution éducative adaptée pour leur enfant handicapé. Et ce fonds de dotation, donc Handicap Agir Ensemble, pardon, a pour parrain Sébastien Marcet, on vient de l'évoquer avec Sébastien, notamment sur la visibilité que vous offre la voile et la course au large. On parlait de Figaro juste avant. En quoi c'est important pour vous aussi, cette visibilité ? Alors déjà, Sébastien a parlé de 2017, mais en fait, c'est en 2007 qu'on s'est rencontrés, Sébastien. Donc, effectivement, ça fait longtemps qu'on se suit tous les deux. Et oui, c'est une véritable chance. C'est une véritable chance pour nous, pour les familles, pour les personnes, pour les professionnels, parce que nous sommes près de 1700 professionnels au sein de l'ADAPI Loire-Atlantique. Et c'est une chance de pouvoir parler de nos valeurs, nos actions qui sont parfois méconnues. Mais au-delà de cette chance, c'est un formidable projet que nous voulons mener avec Sébastien et ses partenaires. On œuvre tous les jours, vous savez, à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. Donc, on veut mettre en avant leurs compétences, leurs capacités. On parle souvent du handicap plutôt par incapacité à, hein. Donc nous, non, nous, c'est le contraire. Donc, avec Sébastien, avec ses partenaires, on veut les aider dans leur politique RSE sur l'impact sociétal dont Sébastien a parlé tout à l'heure. Et là, on a vraiment un rôle à jouer. On est vraiment fiers, hein, oui, que Sébastien ait mis au cœur de son projet son soutien à Handicap Agir Ensemble. C'est bien entendu un moyen pour nous d'aller au-devant de nouveaux donateurs, mais également de construire ce projet collectif autour de belles valeurs, hein, qui sont les valeurs de la voile, de la course au large, et puis voilà, rendre la société plus solidaire et plus inclusive. Merci beaucoup, Sabrina. Sébastien, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Sabrina ? Non, je pense que Sabrina a très bien synthétisé la nature de notre collaboration avec Handicap Agir Ensemble. Et moi aussi, je suis très fier de porter ces couleurs et vraiment rappeler que lors de la solitaire du Figaro 2019, ça a été bien au-delà de ce que je pouvais imaginer en termes d'intensité, en termes d'échange, de partage avec les collaborateurs de l'ADAPI, d'Handicap Agir Ensemble, avec les personnes accompagnées également. Et qu'en tant que coureur, en fait, peut-être si j'ai quelque chose à rajouter, c'est que ça devient une source de motivation supplémentaire. C'est-à-dire que moi, je fais de la voile, de la course au large par passion parce que j'aime ça. Et que finalement, me dire, je vais aussi aller sur l'eau, essayer d'obtenir le meilleur résultat sportif possible. Pas que pour le résultat sportif, mais aussi parce que derrière, il y a une cause, il y a un engagement. Et ça a du poids dans toute la gestion de projet, à la fois à terre, sur l'eau. Bravo Sébastien, en tout cas, sur cet aspect sociétal. Et merci à Sabrina. Alors, on parle, Sébastien, d'être sur l'eau, on parle d'aspect sportif, bien sûr, de la voile et de la course au large. Eh bien, c'est le moment d'accueillir Jacques Carraès. Jacques Carraès, le directeur de course du Vendée Globe, et notamment de cette édition 2020, édition que Jacques s'attachait bien à nous dire tout à l'heure, qui n'est pas finie, bien sûr, cette édition 2020 qui est toujours en cours. Bonjour Jacques. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Grand plaisir d'être avec vous ce midi. Eh bien, merci de nous accorder un peu de votre temps qui, je sais, est très cher. Quel bilan sportif, Jacques, vous tirez d'ores et déjà du Vendée Globe 2020, sportif et technique ?
C'est vrai que c'est la 9e édition, hein, le Vendée Globe, c'est sa 9e édition et elle est particulièrement excellente à mon sens, d'une part par ses raisons de démarrage, hein, c'est une course qui existe dans des conditions que l'on connaît tous, qui n'étaient pas évidentes, hein, des conditions et des contextes sanitaires compliqués, a eu l'avantage d'exister. Donc déjà, il y avait un premier jet, une première chose qui était déjà faite, c'est qu'elle pouvait partir. Et en plus, elle est partie avec un nombre de concurrents qu'on n'avait jamais pu avoir jusqu'à présent, puisqu'on est parti avec 33 bateaux en course. Donc, c'est un chiffre qu'on n'a jamais égalé sur les éditions passées. Et le bilan sportif global, je pourrais dire qu'il est bon, même si la course n'est pas encore finie, puisque effectivement, il y a encore 4 bateaux en course qui sont donc dans l'hémisphère nord et qui arrivent sur les Sables d'Olonne. Mais en tout cas, si je touche du bois, logiquement, on devrait quand même avoir 80% des bateaux à l'arrivée, ce qui n'est pas rien. D'habitude, on approche péniblement les 50%. On a la moitié de la flotte qui n'arrive pas à boucler. 80%, ça veut dire que les bateaux sont de mieux en préparés, certainement. C'est que la classe IMOCA a aussi beaucoup mûri. Elle fiabilise ses bateaux par des conseils techniques, par des améliorations techniques, et certainement aussi que les marins se préparent de mieux en mieux. Et l'avantage, je pense, de cette édition-là, c'est qu'ils ont beaucoup navigué, malgré les conditions d'avant-saison un peu compliquées au niveau sanitaire, ils ont quand même beaucoup navigué et les qualifications ont permis aussi de les obliger à naviguer. Et c'est pour ça que les projets comme celui de Seb, pour qu'un projet soit mature et qui aboutisse, il faut vraiment que sportivement et techniquement, il démarre tôt. Les projets qui démarrent tardivement sont souvent difficiles. Et c'est vrai que c'est un conseil que Seb connaît, mais c'est vrai qu'un projet qui démarre tôt a toutes ses chances d'aller au bout et c'est très important pour un coureur, bien entendu. On le voit effectivement avec ce que vous évoquez, ce parcours de qualification et de sélection des coureurs et des projets, hein, bien en amont aujourd'hui, mais qui permet à 80% de la flotte de rentrer au Sable d'Olonne, ce qui est un véritable record. Quelles sont justement les perspectives vis-à-vis de ça? Quels sont votre avis sur les perspectives pour le prochain Vendée Globe, pour la classe IMOCA? Alors, c'est une impression pour l'instant. Je pense que le Vendée Globe, en tout cas, les chiffres le prouveront. J'espère que c'est un Vendée Globe qui est vraiment plutôt un Vendée Globe un peu unique en soi. Je pense qu'il y a beaucoup de retombées sur ce dernier Vendée Globe. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de projecteurs aussi sur cet événement sportif parce qu'il n'y en avait pas énormément non plus au même moment. Donc ça, c'était certainement un avantage. Et c'est vrai que le Vendée Globe est un peu le Graal du solitaire pour accéder au Vendée Globe. Et je crois que c'est dans les yeux de Sébastien que je vois qu'il a envie. Et quand on a envie d'aller sur le Vendée Globe, c'est pas une envie d'une journée ou d'une semaine, c'est une envie qui mûrit tout doucement dans une tête. S'engager dans le Vendée Globe, pour un coureur, c'est un engagement très, très fort, très puissant, avec ou sans moyens. Mais en tout cas, déjà qu'un coureur ait envie de venir au Vendée Globe, c'est pas anodin. C'est très compliqué. C'est un chemin de croix. Il faut se battre pour y arriver. Il faut se qualifier. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de candidats qui souhaitent venir au Vendée Globe 2024. En tout cas, c'est aujourd'hui, on ressent déjà des intentions à droite et à gauche. C'est une course qui se développe beaucoup aussi à l'international. Et à chaque édition, on prend un cran supplémentaire à l'international. Elle est de mieux en mieux suivie aussi à l'international. Du coup, c'est une course, si le parcours est mondial, elle est aussi suivie d'une façon très, très mondialiste, ce qui est bien pour cette course, qui le mérite. Et je crois que Sébastien est tout à fait, pour moi, le concurrent que je vois tout à fait venir avec cette passion, comme il dit, mais aussi avec cette envie particulière. Et je crois qu'il a l'âge, il est mûr pour ça. Il a un passé sportif qui l'a déjà prouvé ses compétences. Et en même temps, ce qui me permet de le dire d'autant plus fort, c'est son investissement aussi de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire épauler un skipper comme Romain Attanasio. Ça fait preuve aussi d'organisation, de sérénité. Et je crois que pour venir sur un Vendée Globe, justement, d'avoir été aussi l'accompagnant, le team manager, le suppléant éventuellement d'un coureur, ça fait gagner en maturité énormément parce que ça fait suivre un Vendée Globe par l'extérieur et c'est très, très bonne action et c'est très enrichissant à mon sens.
Et c'est vrai que s'il a l'accès à ce prochain Vendée Globe, je sais que cette expérience-là va lui forcément être très, très, très forte et j'en doute pas. En tout cas, ce que je peux dire sur Sébastien, c'est que je pense qu'il fait partie justement de ces bisous, ces prochains bisous du Vendée Globe. Et quand je dis bisu, c'est pas quelqu'un qui est bisu dans la voile, c'est quelqu'un qui est bisu uniquement sur cette course. Au contraire, il a un passé très fort et j'aimerais vraiment que tu y sois là, Sébastien. J'entends un regard très, très positif, en tout cas de votre part, sur la candidature de Sébastien. Bah oui, parce qu'il y a des candidatures que l'on sent moins que d'autres. Sébastien, c'est quelqu'un qui est mûr pour ça, il se bat pour ça, il a pris le temps de bien gérer ses avant-projets, il est monté en maturité. Et un jour, on est prêt. Et je crois que 2024, ça sera ton année, Sébastien. Sébastien, quelques mots sur ce que vient de dire Jacques Carès. Ouais, merci beaucoup, Jacques. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire que de te remercier et te dire que ça a été aussi un plaisir, ce travail en coulisses durant le Vendée Globe 2020 et que ça a été effectivement très riche et que j'ai beaucoup apprécié nos échanges. Merci, Jacques. Merci à toi. C'est vrai que c'est important aussi cette course à travers la direction de course parce que c'est une course difficile. Techniquement, on a eu de la casse, on a eu un dématage, on a eu la perte d'un bateau, on a des relations avec les team managers qui sont essentielles pour nous, qui restent parfois dans la confidence, parce qu'il y a aussi des choses qu'on ne peut pas dire, on a des choses sportivement et techniquement qu'on veut cacher à l'adversaire. Donc, il y a une complicité qui se fait avec la direction de course et les team managers. Et Sébastien connaît bien ça, connaît bien cet enjeu. C'est un compétiteur avant toute chose. Et l'avantage qu'a Sébastien, c'est que c'est un grand communicant aussi parce qu'il est très posé. Et c'est vrai que nous, en direction de course, quand on a un team manager qui est posé, qui est serein dans la difficulté, c'est tout de suite beaucoup plus facile parce qu'on trouve les bonnes réflexions pour bien agir. Et ça, c'est un côté très important et je crois que ça fait partie effectivement de la préparation d'un skipper pour le prochain Vendée Globe. En tout cas, avec vous tous qui sont ici à nous écouter, en tout cas, comme on dit dans notre jargon, tu es un bon client. Merci beaucoup Jacques Carès de nous avoir consacré ces quelques minutes à l'occasion de cette visio-conférence. Et puisqu'on parle d'aspect sportif, Sébastien, on a une question là alors j'ai Anthony, le prénom. Bonjour Sébastien, est-ce que vous envisagez de repartir sur le même bateau que Romain Attanasio ou envisagez-vous de concevoir un nouveau bateau ? Bonjour Anthony, merci pour la question. Alors pour ce qui est du bateau, moi j'envisage pas de construire un bateau neuf parce que je pense que pour une première participation au Vendée Globe, c'est trop ambitieux en fait. J'aimerais partir sur un bateau qui est déjà éprouvé. Comme tous les compétiteurs, j'aimerais avoir la machine la plus récente, la plus rapide possible. Donc à l'heure actuelle, je me projette sur des bateaux de génération 2016 ou 2020, mais pas sur un bateau neuf. Et donc, ce qui écarte un peu le fait de repartir avec le bateau de Romain, mais je ne l'écarte pas complètement non plus parce que moi, en tant que compétiteur, ce qui m'intéresse, c'est la performance sportive, mais aussi la logique de progression qu'il y a derrière, c'est-à-dire de prendre un bateau, finalement, qui soit de génération 2008, 2012, 2016 ou 2020, c'est d'arriver à le prendre dans les conditions dans lesquelles il est et de se dire ma démarche sportive, ça va être de changer telle ou telle voile, d'améliorer le réglage du pilote. Et finalement, quelle que soit la génération de bateaux, c'est la progression qui m'intéresse. Mais je dirais que dans un monde idéal, je me projette sur des bateaux de génération 2016-2020. Merci Sébastien pour la réponse à cette question. Et justement, puisqu'on parle du bateau de Romain Attanasio et qu'on parle de Romain, eh bien, accueillons Samuel Gabory, président fondateur du groupe Nature et Stratégie, sponsor de Romain Attanasio sur ce Vendée Globe édition 2020 et 2021. Bonjour Samuel Gabory. Bonjour à tous. Alors, merci à vous également de vous être rendu disponible ce midi pour nous. Eh bien, la première question est très simple. Pourquoi avez-vous décidé de sponsoriser un voilier du Vendée Globe ? Alors ça, c'est toujours la grande question. Pourquoi j'ai décidé de sponsoriser Romain Attanasio? Alors pour préciser, je ne suis pas voileux et c'est vrai que ce monde de la voile, je connaissais peu. Donc, la première de mes motivations, c'est vrai que ça a été la rencontre avec Romain. Ça a été fondamental, ça a été décisif. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré un sportif
j'ai rencontré un aventurier, j'ai rencontré un chef d'entreprise et tout de suite, j'ai compris ses préoccupations, ses difficultés, mais aussi ses forces. Et donc, voilà, ça a été pour moi voilà, cette rencontre, parce que c'est plus que du sponsoring en tant que tel, hein, c'est un vrai partenariat. Quand on assiste à quelqu'un pour faire le Vendée Globe, c'est un vrai partenariat. Donc ça a été la première chose, la rencontre humaine. Ensuite, je me suis aperçu, j'ai vite étudié que la voile, c'était vraiment un sport avec qui mon groupe partageait des valeurs, hein. Nous sommes fabricants de cosmétiques bio, et c'est vrai que la nature, défendre la mer, connaître les vents, c'était des valeurs que l'on partageait. La voile, c'est aussi un sport extrêmement technique. Un bateau, c'est de la haute technicité, hein. Et quand on parle avec un marin, on parle d'innovation, on parle à la fois d'informatique, mais à la fois de structure. Donc, voilà, la technicité dans mon environnement professionnel, c'est aussi une valeur. Et puis, naturellement, l'aventure humaine, hein, ces valeurs de solidarité qu'ont les marins entre eux, ces valeurs de prise de risque, ces valeurs où il faut parfois être humble, parfois il faut avoir une confiance en soi incroyable. Eh bien, ça me parlait, et donc j'ai eu envie d'investir une aventure avec Romain. Et puis, d'un point de vue concret, d'un point de vue un peu plus intéressé financièrement, c'est vrai que le Vendée Globe, c'est un événement très médiatique, hein. Ça dure 3 mois, donc avec plein de rebondissements. Ce n'est pas quelque chose de linéaire, ce n'est pas sponsoriser une course de vélo, ce n'est pas sponsoriser une Coupe du Monde sur un jour, c'est vraiment quelque chose qui dure dans le temps. C'est un événement qui est relayé dans plein de médias, à la fois professionnels, mais à la fois aussi grand public, parce que c'est vrai qu'on parle des sponsors du bateau, mais on parle aussi des marins, de leur vie, de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont. Et donc ça, c'est à la fois, vous avez à la fois des retombées dans Voici et dans Voiles et Voiliers, donc c'est vrai que c'est un peu grand écart. Et puis, le Vendée Globe, c'est aussi un village départ avec du public, le grand public. On a l'occasion de rencontrer des gens de la vraie vie pendant 3 semaines. Et ça, c'est important. Donc, tout ça fait que, voilà, il y avait beaucoup d'arguments à sponsoriser un événement comme celui, un marin comme Romain. Et qu'est-ce que ça représente tout ça pour un groupe comme le vôtre, justement, voir votre nom sur la coque d'un bateau, sur la voile? Qu'est-ce que vous vous êtes dit aussi peut-être au moment où Romain a passé non seulement la ligne de départ, mais aussi la ligne d'arrivée? Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Ce que je me suis dit, c'est que c'est vrai que ça permet, parce que moi c'est une PME, hein, nous sommes une centaine de personnes, donc on est une PME familiale, de participer à un événement avec des grands groupes, hein. Il y avait des très belles entreprises, et donc il y a une certaine fierté, et c'est vrai que par rapport à tous mes partenaires, je dirais que ce soit des clients, que ce soit mes partenaires bancaires, ils se disent, voilà, Pur, ils osent, c'est une petite PME, mais qui ose, qui prend des risques, et qui n'a pas peur. Alors, c'est vrai que les budgets n'ont rien à voir, mais ça démontre que nous sommes dans une dynamique importante et forte. Alors, une PME qui ose, une PME qui prend des risques. On va parler là aussi, vous parliez d'aspect financier tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'ores et déjà pu mesurer des impacts en termes d'activité, que ce soit bien sûr à l'externe vis-à-vis de vos clients, mais aussi en interne vis-à-vis de vos collaborateurs? Alors, l'impact, la notoriété, le développement de cette notoriété de la marque Pur, il est indéniable. Bon, voilà, on va attendre, on va nous donner des chiffres, on va nous donner des retombées publicitaires qui sont importantes. Et c'est vrai que d'un point de vue purement financier, on rentre plus que dans son ROI, comme on dit. Donc, ça, voilà. Mais moi, j'attends pas que ça. Alors, moi, c'était un petit peu aussi très personnel, mais je n'attendais pas que ça. Romain, qu'on accompagne depuis plus de 4 ans maintenant, est un vrai collaborateur dans l'entreprise. Il vient à des séminaires. Tous les gens de l'entreprise connaissent Romain. Non seulement le personnel connaît Romain, mais aussi les familles des collaborateurs. Et vous savez que pour un chef d'entreprise, c'est toujours très important de fédérer tous les collaborateurs, de fédérer aussi les familles quand il faut travailler un week-end, quand il faut faire un petit peu plus, comment ça se passe. Donc cet esprit d'appartenance à une entreprise, mais à la fois à une aventure humaine comme le Vendée Globe, c'est génial, quoi.
Avec toujours au centre de ça, on retrouve toujours le skipper, le navigateur, sa personnalité. C'est souvent lui le lien dans tout ce projet, effectivement. Je crois que c'est fondamental. Ouais. Partir pour une aventure comme ça avec quelqu'un qui vous n'avez pas d'atome crochu, mais c'est pas possible. Moi, Romain, il m'aide moi aussi personnellement dans l'accompagnement du management de l'entreprise. Je m'inspire de lui et de temps en temps, c'est lui qui m'appelle parce que lui aussi, c'est un chef d'entreprise, il a des salariés, comment je fais, comment ça se passe. Donc voilà, pour un chef d'entreprise, c'est aussi un collaborateur. Ça va bien au-delà qu'un Vendée Globe, et ça, on va y revenir aussi tout à l'heure. Merci beaucoup. En tout cas, Samuel Gabory, je rappelle, vous êtes le président fondateur du groupe Nature et Stratégie, et vous étiez sponsor, et vous êtes toujours sponsor de Romain Athanasio sur ce Vendée Globe. Merci beaucoup, Merci. Samuel. À bientôt. Eh bien, justement, on parlait tout à l'heure de retombées médiatiques, et pour nous parler de ces retombées, notamment médiatiques, eh bien, nous accueillons Tanguy Blondel. Tanguy, bonjour. Vous êtes chef d'entreprise Salut à tous. De l'agence TB Presse, relations presse, influence digitale, contenu éditorial. Vous étiez très actif sur ce Vendée Globe aussi, mais pas que. Mais parlons tout d'abord de cette édition du Vendée Globe qui est en cours. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous dresser un premier état des lieux des retombées de ce Vendée Globe d'un point de vue médiatique, digital? Alors, on n'a pas encore tous les chiffres, parce que les organisateurs ne nous ont pas donné tous les chiffres, il y a encore des concurrents en mer, mais on commence à avoir des indicateurs tout de même. On peut estimer, alors c'était le cas le jour du départ, que 49% des Français avaient entendu et dans un sondage Odoxa, RTL, disaient qu'ils allaient suivre le Vendée Globe. On peut estimer là aujourd'hui qu'il y a plus d'un Français sur deux qui ont suivi le Vendée Globe, ce qui est quand même hyper important. Donc ça, c'est vraiment un premier élément. Un deuxième élément qui semble hyper aussi intéressant, contrairement à d'autres compétitions sportives, c'est que le Vendée Globe est suivi dans sa longueur. Ça veut dire que le Vendée Globe, c'est une course au long cours. Ce n'est pas comme un tournoi de Roland-Garros qui dure 15 jours. Là, ça dure 3 mois. Et là, on peut donc déjà, on a quelques chiffres, hein, mais on estime qu'au jour du départ jusqu'à l'arrivée du premier, il y a toujours eu plus de 2,5 millions de personnes qui ont suivi le Vendée Globe. Donc ça, c'est une indication quand même hyper intéressante. Ça veut dire que le soufflet ne retombe pas réellement sur le Vendée Globe. Alors évidemment, il y a des pics le jour du départ. Sur cette édition du Vendée Globe, vous imaginez bien qu'il y a eu un pic en audience très fort, à la fois en presse, à la fois sur le web, au moment du sauvetage de Kevin Escoffier par Jean Le Cam. Donc, le départ, le sauvetage, et puis évidemment l'arrivée où on a vraiment des grosses audiences. Hein. Ça double quasiment les audiences par rapport au sauvetage. Mais pendant ce temps-là, entre deux, lors du passage du Cap Horn, etc., tout au long du Vendée Globe, les chiffres sont quand même assez stables. Ça veut dire que l'audience dure longtemps. Et ça, c'est quand même hyper intéressant de le remarquer par rapport à d'autres compétitions. Le Vendée Globe en lui-même, il commence peu à peu à titiller des événements premium en France bien connus du public, hein, puisqu'il se rapproche peu à peu notamment de Roland-Garros, de la Coupe de France de football et du Tour de France cycliste. Alors, on n'est pas encore à ces audiences-là, mais c'est potentiellement dans les perspectives. Après, c'est vrai que ce Vendée Globe, il a été, du fait du contexte sanitaire, hyper suivi digitalement parlant, hein, chacun derrière son ordinateur. Donc évidemment, du côté digital, les chiffres, ils ont complètement explosé, hein, puisqu'il y a 854 000 followers chaque jour sur les réseaux sociaux du Vendée Globe, ce qui est quand même hyper important. Alors après, je vous en passe, c'est des meilleurs. Il y a plus d'1 million de joueurs sur Virtual Regatta. Vendée Globe Junior aussi a très bien fonctionné. Donc cette édition qui était assez inédite, assez spéciale, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en mer, a vraiment été largement suivie. Et donc on peut imaginer maintenant que le Vendée Globe fait partie réellement de la conscience sportive des Français,
avec au moins un Français sur 2 qui ont suivi le Vendée Globe, ce qui commence à être énorme quand même. Et on a un auditeur qui nous fait même remarquer d'ailleurs, hein, Christophe, a noté que cette année, les retombées n'ont pas baissé ni pendant la période des fêtes, ni pendant la remontée de l'Atlantique, qui parfois est effectivement une période à laquelle bien, le suivi se relâche un peu de la part des spectateurs en tout cas. Tanguy, est-ce que vous avez constaté des évolutions aussi vis-à-vis de l'édition précédente, d'ores et déjà? Et puis également, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles sont les perspectives pour le futur justement de la course au large et du Vendée Globe. Pour les évolutions, je vous ai répondu, elles sont liées pas mal au contexte, mais pas obligatoirement uniquement au contexte. On est de plus en plus fort sur le web, digitalement parlant. Ça veut dire que les marins jouent plus en plus le jeu. Alors, c'est dans les instructions de course, hein, d'ailleurs, ils doivent rendre plusieurs vidéos par semaine, mais après 3 mois de course, on était à 2800 vidéos du bord envoyées par les marins. Et donc, cette composante digitale a pris vraiment de l'ampleur sur ce Vendée Globe. Elle n'est pas encore une fois liée qu'au contexte. La population est de plus en plus derrière son ordinateur, suit les compétitions derrière son smartphone, etc., etc. Donc ça, c'est une vraie évolution. Le côté digital, la faculté que les marins ont à nous communiquer et à nous donner des infos en mer. Moi, qui ai des exemples, hein, je peux vous dire aussi que les marins conversent de plus en plus aussi en mer avec leurs partenaires à travers des visios. Alors maintenant, c'est le monde des visios, on est en plein dans une visio là. Mais il y a eu pas mal de visios qui ont été organisées entre les marins et leurs partenaires, voire des after-work, etc., etc. Et ça, c'est quand même une sacrée évolution. Alors, est-ce une bonne évolution? On peut se poser la question à certains moments, puisqu'il ne faut pas non plus qu'on se retrouve à pouvoir converser trop, enfin ça c'est mon avis, trop non plus avec les marins qui sont en solitaire, hein, sans escale et sans assistance, mais c'est vrai que ça a plutôt été positif ce côté-là. Et les perspectives, il y a des perspectives qui sont positives, évidemment négatives si on va trop loin dans la communication, ça veut dire que, après, ça reste que mon avis, hein. Évidemment qu'on ne peut pas imaginer un Vendée Globe en suivant en live, en continu, l'ensemble des skippers. Peut-être que ça sera une évolution si le monde continue à bouger comme celui-là. Mais sinon, les perspectives, elles sont hyper positives. Je pense surtout à l'international. Alors, pour l'instant, il est bien suivi à l'international, mais l'étape n'est pas encore réellement passée avec le Vendée Globe à l'international. Elle a commencé à passer avec notamment Hugo Boss, hein, qui est Alex Thompson. Mais on peut constater que la fraîcheur de Piper, la très bonne place de Boris Herman, etc. Scott Giro aussi au Japon, hein, évidemment, tout à fait. Ça commence. Le Vendée Globe est en train de passer dans cette dimension internationale et a priori va l'être de plus en plus, notamment grâce à l'arrivée de la Volvo Ocean Race dans le circuit IMOCA. Hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 2 grandes compétitions pour le circuit, et deux grands tours du monde pour le circuit IMOCA, à la fois le Vendée Globe, mais aussi la Volvo Ocean Race, donc sur les mêmes types de bateaux, ces fameux IMOCA, 18 mètres 28 de longueur. Et donc, on peut imaginer que dans les années qui viennent, en effet, des teams importants qui sont inscrits et engagés en IMOCA dans la Volvo Ocean Race s'intéressent de plus en plus à la classe IMOCA et au Vendée Globe. Donc, je pense que c'est quand même une vraie perspective. J'ajoute aussi que, et c'est aussi hyper intéressant, alors là, je n'ai pas de chiffres, c'est plutôt mon avis, mais que en étudiant un petit peu les différentes retombées sur chaque concurrent, on peut maintenant réellement dire que quand vous prenez le départ du Vendée Globe, un armateur et un skipper, ou plusieurs partenaires, hein, et un skipper, ce qui est souvent le cas, hein, en général maintenant, on a encore évidemment des projets avec un annonceur titre, mais on a plusieurs partenaires derrière un bateau.
on peut maintenant quasiment dire que tout le monde s'y retrouve. Alors évidemment avec des budgets qui peuvent être différents, avec des bateaux qui sont là pour la performance et pour gagner le Vendée Globe, d'autres qui sont plutôt dans l'aventure. Et moi, je remarque qu'en termes de visibilité digitale et surtout au niveau de la presse, des relations qu'on a avec la presse et des retombées médiatiques, l'ensemble des skippers s'y retrouvent. Et ça, c'est quand même pas mal aussi une indication. Vous prenez le départ du Vendée Globe. Et si vous êtes alors il faut être aussi à peu près structuré en communication. Il ne faut pas non plus pas être suivi du tout, à moins d'être vraiment une grande star médiatique où on peut penser à Jean Le Cam et avoir beaucoup de choses à raconter, envoyer beaucoup de vidéos, être dans l'air du temps et dans l'air de ce qui se passe en France au moment où les marins sont en mer. Mais la part du gâteau est quand même bien partagée, ce qui est une belle indication aussi, avec des budgets qui sont différents. Mais il y a des retours sur investissement en rapport qualité-prix, si je puis m'exprimer comme ça, en équivalent publicitaire, qui sont assez excellentes. Je vous donne un exemple avec VNB Mayenne, dont je m'occupais, Maxime Sorel. Eh ben, le rapport de l'investissement de VNB et de la Mayenne est hyper important. Ils ont un retour sur investissement qui est assez phénoménal par rapport à ce qu'ils ont investi. Ça, c'est quand même un indicateur aussi assez important. Et alors, Jacques Carès disait tout à l'heure, les projets Vendée Globe aujourd'hui, il y a un système de qualification, de sélection qui fait que plus on démarre tôt, plus on a de chances d'être sur la ligne de départ et d'être prêt avec un bateau prêt et donc de finir aussi ce Vendée Globe. On le voit là avec 80% aujourd'hui de finishers. Donc l'idée par contre, c'est de se dire, mais il n'y a pas que le Vendée Globe dans la classe IMOCA, il y a aussi d'autres courses pendant toute cette période de préparation qui peut aller de 2, 3, voire 4 ans. Quid justement de ces autres courses, des retombées médiatiques et des retombées qu'on peut espérer lorsqu'on sponsorise un IMOCA? Alors déjà, plus on démarre tôt, mieux ça va, puisque la communication, c'est pas en claquant des doigts comme ça qu'on va réellement avoir des retombées tout de suite, etc. Donc plus on part tôt, plus on structure sa communication au fil du temps. Et donc ça, c'est déjà un premier point. Et plus on arrive à maturité au moment, au moment où on arrive dans la zone où on va a priori le plus communiquer, la zone à forte audience. Donc l'idée, c'est d'être quand même relative. Plus on démarre tôt, plus on va être à maturité, on va dire un mois avant le départ du Vendée Globe. L'idée, toujours pour nous, communicants, c'est d'avoir capitalisé un maximum avant le départ en termes de retombées médias, en interne, en relations publiques et évidemment sur le web. Et donc, plus on va commencer tôt, plus on va structurer sa communication, plus on va rentrer dans la conscience du grand public. Alors, ou pas, ça dépend des cibles aussi des partenaires, parce qu'il y a des partenaires qui ne viennent pas obligatoirement pour le grand public, il y a des partenaires qui viennent uniquement pour toucher uniquement une petite cible. Ça dépend aussi après de la stratégie de communication des partenaires, mais plus on démarre tôt, plus ça va bien, parce qu'on capitalise réellement et on rentre dans la conscience réellement de nos cibles. Alors, pour répondre à la deuxième question… il y a d'autres événements de course au large pendant cette phase de préparation. Tout à fait. Alors, la classe IMOCA se structure d'année en année. Et donc, c'est vrai qu'on a… Alors, je vous le disais tout à l'heure, alors maintenant, on peut un peu le décorrêler de l'objectif Vendée Globe, mais certains vont le mettre dans leur programme. Il y a évidemment la Volvo Ocean Race qui aura lieu en 2023, donc une grande étape dans le circuit IMOCA. Mais pour ceux qui vraiment vont se concentrer sur de la navigation en solitaire pour le Vendée Globe, on peut déjà dire qu'en 2021, il y aura un événement qui est bien connu des Français, qui est la Transat Jacques Vabre. Événement évidemment moins important en termes de communication et d'audience que le Vendée Globe, mais qui génère quand même pas mal de retombées. Donc c'est une belle étape, la Transat Jacques Vabre, qui permet en l'occurrence de se roder en double, puisqu'on est deux à bord des bateaux sur la Transat Jacques Vabre. Donc ça sera le cas en 2021, tout en passant dès juillet de cette année
c'est vrai qu'on est en 2021, donc je vais parler de cette année, avec la Rolex Fastnet Race qui a lieu au mois d'août. Et puis l'année prochaine, ça va être alors il y a 2 autres courses au programme, la 1000 Bermude Race, la Vendée Arctique qui avait été plutôt une réussite. Heureusement d'ailleurs que les concurrents du Vendée Globe cette année ont pu faire la Vendée Arctique façon à un minimum à s'entraîner avant le Vendée Globe. Donc la Vendée Arctique est reprogrammée et on a un des grands événements, c'est le 2e événement le plus suivi en France en course au large, qui est la Route du Rhum en 2022. Donc la Route du Rhum, pour le coup, elle n'est pas en termes d'audience sur les mêmes chiffres que le Vendée Globe, mais c'est vraiment une course qui est très très suivie avec beaucoup de résidus dans la conscience du grand public. Je vous en passe des meilleurs, Florence Artaud, Laurent Bourgnon, etc. etc. Donc c'est une belle étape, la Route du Rhum, sachant qu'en plus qu'elle est en solitaire. Donc, ça permet aussi aux équipes de communication de continuer leur structuration, continuer à se préparer pour le Vendée Globe, encore une fois, de façon à être mature dans la phase d'audience très forte qu'on aura en octobre 2024. L'année 2023, donc il y a la Volvo, je vous l'ai dit, il y a à nouveau la Rolex et puis il y a encore la Transat Jacques Vabre. Et puis 2024, il y a une course qui est, j'allais dire, qui est remise au goût du jour, mais quand même pas mal, qui est The Transat CIC, donc qui aura lieu a priori en juin 2024 et qui donc fait moins d'audience que la Route du Rhum et la Transat Jacques Vabre, mais qui est en train de reprendre sa place pour ce qui est des courses au large en solitaire, et donc qui va être aussi une belle étape. Il y aura la New York Vendée, donc là on est sur l'année 2024, sur l'année du Vendée Globe. New York Vendée qui est une belle course aussi, ça fait 2 transatlantiques avant le départ du Vendée Globe, et donc la même année. Et ça c'est assez important, je tiens bien à le spécifier, ça a certainement été un des problèmes techniques pour certains marins. Si on n'avait pas eu cette crise sanitaire, les marins du Vendée Globe auraient participé à The Transat et à New York Vendée, ça aurait certainement changé la donne, notamment du côté des voiliers dernière génération. Il y a eu pas mal de discussions autour de ces voiliers dernière génération à grand foil qui n'étaient peut-être pas complètement optimisés. C'est clair que s'ils avaient pu participer à ces 2 transats avant même le départ du Vendée Globe, dans l'année du Vendée Globe, ça aurait été pas mal. Et donc, ça va nous amener à l'arrivée du Vendée Globe de Sébastien Marcé en 70 jours en 2025. Donc, on attend Sébastien Marcé aux alentours du 15-16 janvier 2025 pour la gagne, parce qu'il ne parlait pas de la gagne, là, mais moi, je ne peux pas envisager Sébastien Marcé sans la gagne, puisque c'est un performeur. Merci beaucoup, Tanguy, déjà pour toute cette approche très professionnelle et merci pour votre dynamisme et de bien nous faire comprendre que la classe IMOCA et le Vendée Globe, c'est l'aboutissement peut-être aussi d'un projet et d'un plan de communication sur plusieurs années. Je veux juste vous entendre sur une dernière question qui porte justement sur l'aspect sociétal que l'on évoquait tout à l'heure, puisque vous intervenez majoritairement, d'ailleurs, sur des projets qui s'engagent en faveur d'une cause sociétale et ou environnementale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement la force de ce montage, la valeur ajoutée que ça apporte à un projet de voile, de course au large et notamment la valeur ajoutée à un projet sportif comme celui de Sébastien? Alors, c'est en effet, Fabrice, une spécialité chez TV Presse. Allez, je fais mes 30 secondes de publicité. tvpresse.fr où on allie vachement la communication, les engagements sociétaux au sport. On pense chez TV Presse, mais à travers aussi des discussions avec pas mal de clients, et on l'a vécu là dernièrement avec Linkaout et Thomas Ruyant sur le dernier Vendée Globe, que le sport a une place essentielle dans notre société. Alors, c'était déjà le cas avant la crise sanitaire, ça l'est encore plus. Ça veut dire que des grands événements comme le Vendée Globe, mais ça peut être aussi le Tour de France cycliste, il y a plein d'événements sport premium en France,
doivent permettre aussi de passer d'autres messages que le sport au sens strict du terme. C'est un bon moyen d'aller aussi discuter d'autres choses que le sport. Et le Vendée Globe est du coup un formidable tremplin pour aller activer d'autres sujets qu'un marin en solitaire qui tourne autour du monde. Et donc, évidemment, les engagements sociétaux prennent de plus en plus de place et permettent au sport d'avoir un vrai rôle dans la société. Alors, Sébastien, il en parlait très bien là tout à l'heure. C'est en solitaire, donc on peut avoir un côté un peu égoïste à la course en solitaire et ça amène quand même vachement d'épaisseur à un projet de pouvoir imaginer pousser des sujets un peu différents. Et là, en l'occurrence, on parle de sujets sociétaux. C'était le cas avec Linkaout qui a monté un super projet et Thomas Ruyant, puisque le leader français de la cybersécurité, une société qui s'appelle Advance, une société qui est en croissance, mais qui ne fait pas des chiffres d'affaires qui sont phénoménaux. On est à 40 millions d'euros. Alors, vous allez me dire, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas mal, mais on ne parle pas d'une multinationale là. Et ben, cette société, Advance, a décidé de se mettre dans l'ombre pour mettre en lumière Linkaout. Linkaout, qui est un réseau Internet qui permet de remettre à l'emploi des personnes en précarité en partageant des CV. Et ben, ça a permis à Advance, alors déjà, l'acte d'Advance est assez génial. Donc, déjà, il est bien à noter. D'ailleurs, ils ont reçu un prix il y a une semaine ou deux, un prix Sportsora. Donc, une société qui se met complètement dans l'ombre pour mettre en lumière et pour donner son nom directement donc, au bateau. Le bateau, il s'appelait Linkaout. Et ben, ça permet à cette société d'écrire un projet d'entreprise très fort et qui va au-delà du sport. Et donc, d'impliquer totalement ses salariés dans un projet qui va être à la fois sportif, mais aussi qui va permettre aux salariés d'entrer dans un sujet qui est complètement lié à notre société. Là, en l'occurrence, c'était l'inclusion et mettre à l'emploi des personnes en précarité. Et donc, c'est une façon, alors déjà, c'est une façon tout à fait citoyenne de bien faire les choses. J'ai tendance à dire aujourd'hui que toute entreprise, notamment là c'était le cas d'Advance, mais toute entreprise en croissance ou de plus grosses boîtes multinationales ont un rôle à jouer dans la société, un rôle hyper important et peuvent la changer. Donc, j'ai tendance à dire que ça fait partie maintenant quasiment de l'ADN de beaucoup d'entreprises. Les engagements sociétaux sont en train d'exploser en France. Et donc, du coup, ça permet réellement de créer un vrai projet d'entreprise au-delà du sport au sens strict, avec un skipper, en l'occurrence, qui joue le jeu et qui permet, au fur et à mesure de son Vendée Globe, de remettre à l'emploi. Là, c'était le cas, mais on a d'autres exemples avec Initiative Cœur, Samantha Davis. On a un autre exemple qui est quasiment un des premiers projets dans la course au large à avoir fait ça avec Thibaut Vauchel-Camus et son Multi 50 qui est aux couleurs des 100 000, c'est encore un client, des 100 000 patients atteints de la sclérose en plaques. Et donc, ça permet vraiment de créer, de donner du sens. Alors, vous allez me dire, donner du sens, aujourd'hui, c'est hyper galvaudé. Tout le monde essaie de donner du sens, et puis on dit toujours, je vais donner du sens à ma vie. Ouais, tu parles. Donne du sens à ta vie. C'est certainement le contexte qui nous a amené à amener tous ces nouveaux propos, donner du sens, la résilience, etc. En veux-tu, en voilà. Ça marche réellement, ces projets-là, quand l'entreprise, évidemment, se met totalement dans l'ombre et que l'association en face de cette entreprise, ça veut dire, là, c'était en l'occurrence Linkaout sur le Vendée Globe avec Thomas Ruyant, rend du concret. Puisque rend du concret, ça veut dire que ça peut vite passer pour de la tarte à la crème, ces histoires de donner du sens. En l'occurrence, et c'était le cas aussi d'Initiative Cœur, je ne sais pas à combien ils sont de cœurs pour des enfants en difficulté, je crois que c'est 20 ou 25. Ça permet tout de suite de donner du concret et de faire avancer la société. Pour ce qui est de Linkaout, plus de 40 personnes au fil du Vendée Globe ont retrouvé un emploi. C'est un chiffre qui est hyper concret. On voit trop dans le sport, justement, alors il faut donc trouver le juste milieu, d'engagements sociétaux qui arrivent comme ça, et en fait, on ne les comprend pas, et pour finir, il n'y a pas réellement quelque chose qu'on peut palper.
Link Out, on le palpe réellement. Ça veut dire qu'il y a bien 40 personnes qui ont été remises à l'emploi. Donc, tout ça sont des projets qui sont assez difficiles à structurer, puisqu'il faut évidemment travailler main dans la main avec l'association, mais aussi avec le ou les partenaires. Et donc, ça demande quand même des articulations qui sont très fortes, mais qui sont tellement, quand c'est bien mené, qui sont tellement fortes qu'elles proposent des projets à multifacettes. Chez TB Presse, on fait des relations presse. En l'occurrence, c'est quasiment le plus important de notre métier. Avec Link Out, ça nous a permis d'aller ouvrir un spectre et un champ des possibles en relations presse. Ça veut dire qu'évidemment, on a été touché des médias qui sont plutôt sport et qui vont parler du Vendée Globe de Sébastien Marcet, et puis la voile en solitaire, etc., voire de l'aventure. Mais on a été aussi touché des médias sociétaux qui vont aller parler du projet Link Out, remettre des personnes en précarité via notamment le Vendée Globe. On va toucher aussi de la presse économique. Donc, ça ouvre le champ aussi des possibles pour une société qui s'est mise un peu dans l'ombre ou en tout cas qui est un peu en arrière-plan. Ça ouvre pas mal de champs des possibles. Alors, ce n'est pas obligatoirement adapté à toute société. Il y a des sociétés qui, et encore aujourd'hui, ont besoin de faire du marketing direct. Ça veut dire… je m'appelle Charal, je mets mon nom sur un bateau et puis je parle que de Charal et je vais aller vendre mes produits. On peut imaginer d'ailleurs que Charal pourrait aussi avoir, peut-être que dans 4 ans, ils le feront, imaginer le faire en donnant du sens. Mais ça s'adapte aussi à différentes à des sociétés qui ont vraiment déjà un projet d'entreprise et qui ont bien identifié, alors toutes les autres entreprises ont identifié leur cible, mais qui ont vraiment identifié leur cible et qui potentiellement sont souvent, pour finir, des marques employeurs. Ça veut dire des marques qui ont besoin de fédérer en interne. Et fédérer en interne, ça veut dire, écoutez, je vais rester dans votre société parce que votre société, elle fait du sport, le Vendée Globe m'intéresse et en plus, elle rend le monde meilleur. Voilà, un peu grosso modo. En tout cas, merci Tanguy. Ce message est passé sur tout cet aspect sociétal. Sébastien, vous de votre côté, cet aspect sociétal, on l'a bien compris, c'est auprès du fonds de dotation handicap Agir Ensemble. C'est là où vous jouez cette importance et c'est ce projet que vous avez envie d'accompagner. Oui, tout à fait. C'est comme l'a très bien expliqué Tanguy, à travers un projet sportif, contribuer à une société qui soit meilleure. Voilà, je pense que Tanguy est encore plus expert que moi et je le remercie pour son analyse et c'est ce à quoi on aspire avec Handicap Agir Ensemble, le fonds de dotation de l'ADAPI de Loire-Atlantique. Ouais, de toute façon, Fabrice et Sébastien, à un certain niveau, c'est le rôle de chaque citoyen à un certain niveau, parce que là, on parle d'entreprises qui ont quand même de l'argent et qui vont investir, etc. Je parle plus du niveau des CSP+. C'est au CSP+, et aux chefs d'entreprise, voire aux politiques, évidemment de s'impliquer dans la société et de faire en sorte que les choses avancent, surtout dans le contexte dans lequel on vit. Alors, il ne faut pas être non plus complètement opportuniste. Évidemment, on peut se dire, crise sanitaire, dit engagements sociétaux, allez hop, on y va à fond. Encore une fois, il faut bien structurer la campagne de communication et ce pourquoi on le fait. Mais j'ai envie de vous dire, ça devient un rôle principal, ça devient un rôle essentiel pour une entreprise. En tout cas, merci beaucoup Tanguy pour votre énergie, votre expérience, votre expertise et votre sincérité aussi dans vos propos. Je rêve d'avoir Sébastien Marcet au départ du Vendée Globe 2024. Il fera un fabuleux candidat. Je fais comme Jacques Carès, on fait un peu de publicité quand même. Merci beaucoup Tanguy en tout cas. Et justement, puisqu'on va revenir au projet de Sébastien Marcet, eh bien aujourd'hui, il y a déjà des entreprises qui sont rentrées dans le club partenaire de Sébastien et nous allons accueillir Antoine Bourdin. Donc vous êtes directeur associé de l'entreprise Bivouac et déjà présentez-nous en quelques mots le groupe Bivouac et puis expliquez-nous aussi en quelques mots pourquoi vous avez, décidé également d'accompagner Sébastien dans ce projet. Bonjour à tous. Avec grand plaisir, je suis ravi de partager avec vous notre engagement et notre engouement autour du projet de Sébastien.
Justement, un mot sur Bivouac. Nous sommes un cabinet de conseil nantais qui a été créé il y a maintenant 3 ans, avec comme objectif de devenir un acteur local et responsable dans l'accompagnement et le conseil de nos clients autour de la valorisation de leur patrimoine data et CRM. Concernant Sébastien, on s'est rencontrés il y a un petit peu moins d'1 an, c'était durant le premier confinement. Sébastien nous avait fait l'amitié de passer un petit moment en visio avec nos collaborateurs pour nous parler de son quotidien de coureur durant cette période un peu compliquée. Et ça nous a permis d'apprécier sa personnalité, mais aussi son parcours et de découvrir son vrai beau CV nautique qui lui confère une vraie légitimité dans ce projet. Ce projet pour nous, c'est l'opportunité d'asseoir une certaine image et une notoriété auprès de nos clients et de nos candidats, et également de fédérer nos collaborateurs autour d'un projet qui va mêler dépassement de soi, cohésion d'équipe, performance. Et puis l'autre raison, et non des moindres, c'est que nous avons, et ça a été longuement évoqué précédemment, c'est que nous avons des ambitions, des projets autour de la responsabilité sociétale et environnementale pour Bivouac, voire même des réflexions pour aller vers l'entreprise à mission demain. Et donc, l'engagement de Sébastien auprès d'Handicap Agir Ensemble nous a particulièrement touchés et sensibilisés. Donc voilà, ces valeurs de partage, de performance, ça constitue pleinement l'ADN de Bivouac et ça constitue les fondations de cet engagement auprès de Seb. Et on espère que ce projet sera couronné de succès dans les mois et années à venir, et surtout qu'on sera rejoint par plein de partenaires qui seront fidèles à ces valeurs. Eh bien, nous l'espérons tous. Antoine Bourdin, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes donc directeur associé de l'entreprise Bivouac. Sébastien, justement, qu'il y ait d'autres entreprises qui viennent vous retrouver, et ça répond aussi à une question de l'un de nos auditeurs, c'est justement comment on peut aider Sébastien dans son projet. Est-ce que c'est uniquement financier, pour répondre pour poser la question qui nous est posée. Voilà. Comment on peut aujourd'hui aider Sébastien Marcet? Eh ben, merci pour cette question. Comment on peut aider Sébastien Marcet? Alors, c'est pas que aider Sébastien Marcet, c'est aider au projet qui est porté par Handicap Agir Ensemble, en fonds de dotation de l'ADAPI de Loire-Atlantique et le skipper Sébastien Marcet. On peut aider effectivement financièrement en participant au projet. Donc, le projet est accessible à des entreprises de toute taille parce qu'on propose des partenariats à partir de 3 000 €. Donc, c'est vraiment ouvert aux entreprises de toute taille. Et ce qui nous aide aussi beaucoup, c'est de faire parler du projet autour de vous, les personnes qui sont sensibles, qui trouvent qu'il est intéressant, qu'il a du sens et qui ont envie de nous aider. C'est en nous aidant, en partageant notre démarche, en parlant autour de vous. Voilà, essentiellement, c'est essentiellement comme ça. Et puis, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin suite à cette conférence, il y aura nos contacts à Sabrina et moi qui s'afficheront à l'issue de cette conférence, et on peut vous faire parvenir tout un tas de documents vous expliquant comment concrètement passer dans l'opérationnel du projet, à savoir qu'aujourd'hui, on peut très rapidement être sur l'eau avec des images, avec un bateau aux couleurs sur un Figaro 3 qui est un bateau de taille un petit peu inférieure aux IMOCA, mais bateau sur lequel je souhaite courir la solitaire du Figaro 2021. Sébastien, une dernière question avant de nous quitter. Cette question, elle porte justement sur le partenariat avec le fonds de dotation. Une question de nos auditeurs, est-ce que ce partenariat est basé uniquement sur de la visibilité, ou bien est-ce que c'est un partenariat sur un format identique à mécénat chirurgie cardiaque avec la notion d'un partage égal 1 €, etc. Oui, j'ai vu la question. Alors, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Peut-être que Sabrina pourrait nous aider un petit peu sur cette question-là. Sabrina, est-ce que tu as vu la… En fait, j'allais dire, c'est vraiment un projet collectif, c'est un projet commun qu'il faut qu'on construise. Donc, tout est à faire. Donc, la rencontre avec les partenaires va être essentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que veulent les partenaires ?
dans ce collectif. Les associations sont les entreprises sont les associations. Voilà ce que tu disais tout à l'heure. C'est essentiel qu'on avance ensemble vers un même objectif. Et après, ça se fera naturellement. Bien sûr, il y a du mécénat, bien sûr, il y a des dons, mais pas seulement. On veut donner un sens plus profond à ce trio, voire plus que trio, puisque voilà, le partenaire ne sera pas unique. Donc, rencontrons-nous. Tout est à construire. Et tout découlera naturellement, à mon avis. Et si je puis m'exprimer, ça passe vraiment par la relation que le futur partenaire ou les futurs partenaires de Sébastien auront avec l'association. Alors évidemment, on peut imaginer que les futurs partenaires de Sébastien auront une sensibilité déjà liée au handicap et à handicap agir ensemble. Et du coup, en partant tôt, ça permet réellement de réfléchir ensemble, notamment à travers les stratégies aussi de communication des entreprises qui vont joindre Sébastien et handicap agir ensemble, de réfléchir justement à des concepts de communication, là en l'occurrence on est un peu plus dans la com, qui vont permettre à la fois de donner une notoriété plus importante à handicap agir ensemble, mais aussi d'imaginer quelque chose qui va permettre au Vendée Globe de Sébastien de partager. Alors ça peut être comme Linkout, aller sur le site internet et puis vous partagez le CV des personnes en précarité, ça peut être un clic, 1 euro, etc. etc. Mais l'idée c'est aussi avec l'entreprise et les entreprises qui arrivent de réfléchir ensemble à un concept supplémentaire qui va être le petit zeste en fait à cette campagne. Excusez-moi, je parle beaucoup. Merci Tanguy. Sébastien, pour conclure, on va afficher les coordonnées, si vous voulez bien, de manière à ce que les personnes qui souhaitent vous joindre. Et pendant que vous affichez ces coordonnées, Sébastien, je tiens, moi personnellement, en tout cas, à remercier toutes les personnes qui nous ont suivis pendant cette visioconférence. Merci Sébastien de l'avoir organisé. Merci bien sûr à l'ensemble des intervenants. Nous avons eu des intervenants de qualité et les messages, je crois, sont passés, étaient clairs et très professionnels. Sébastien, est-ce que vous souhaitez dire un dernier mot aux personnes qui nous ont suivis pendant cette visioconférence ? Simplement remercier tout le monde de votre participation, de votre attention, à la fois les participants. On était relativement nombreux lors de cette conférence. Il y avait 110 inscrits ce matin. On fera le point sur qui a été présent ou pas. Et également aussi tous les intervenants, dont vous, Fabrice, Tanguy, Samuel, Jacques, Antoine et Sabrina. Voilà, merci beaucoup pour votre temps, vos interventions. Et merci à Lisa pour la gestion technique en arrière-plan. Merci beaucoup en tout cas Sébastien, merci à toutes et à tous. Et puis maintenant, nous allons tous suivre avec beaucoup d'attention le projet de Sébastien Marcet. Et bien sûr, contactez-le si vous souhaitez en savoir plus. À très bientôt, au revoir.